Imaginez être aspiré dans un tuyau de 30 pouces, emporté par une tornade d'eau, d'outils et d'hommes se précipitant sous l'eau dans l'obscurité sans vraiment saisir ce qui vous arrive. Retenant votre souffle, certain que vous alliez vous noyer sous peu. Un seul des 5 hommes aspirés dans la conduite ce jour-là survivrait pour raconter ce qui s'est passé. Une caméra GoPro fixée sur la combinaison d'un plongeur a capturé la vidéo et l'audio des événements qui ont suivi. Ce qu'elle révèle est terrifiant. Voici la défaillance fatale de la catastrophe de plongée de Paria. Le 25 février 2022 a débuté comme une journée ordinaire pour les plongeurs de LMCS à Pointe-à-Pierre. Ils devaient effectuer la maintenance d'un pipeline pour Paria Fuel, une compagnie pétrolière de Trinité et Tobago appartenant à l'État. Pour les plongeurs professionnels Kazim Ali Jr., Youssouf Henry, Faisal Kurban, Rishi Nagassar et Chris Boudram, c'était une journée de travail ordinaire. Ils s'apprêtaient à travailler sur une section de tuyaux hors service. C'était un pipeline en forme de U entre la zone où un pétrolier venait décharger son pétrole, appelé quai 5, et la zone où le pétrole entrait dans la raffinerie, appelée quai 6. Pour effectuer leur travail de la journée, ils devaient isoler le tuyau de l'eau de mer afin d'accéder aux zones nécessitant des réparations. Pour cela, ils ont installé une cloche d'habitat spéciale sur le tuyau. Ce système permettait de repousser l'eau vers le bas du tuyau pour avoir un endroit sec pour travailler. L'habitat était un cube de 2,4 m sur 2,4 m, placé au-dessus de la partie supérieure du tuyau. Après avoir injecté de l'air pour évacuer l'eau, les hommes pouvaient travailler sur la corniche dans une chambre hyperbare. Cela leur permettait d'enlever leur équipement de plongée et d'utiliser des outils en toute sécurité pour effectuer des réparations complexes et des manœuvres en groupe. L'une des tâches qu'ils devaient accomplir était le retrait d'un bouchon gonflable à la naissance 6. Ce bouchon avait été inséré près de 2 semaines auparavant pour protéger le contenu en pétrole du tuyau et empêcher toute fuite d'hydrocarbures. Ce bouchon était une barrière hermétique résistant fermement à la pression de la chambre de l'habitat. Une clé a été utilisée pour desserrer la vanne sur le bouchon. Kazim Ali a passé la clé aux 4 hommes qui travaillaient autour du tuyau, puis il s'est hissé sur la corniche pour retirer son équipement de plongée. Dès que la vanne a été ouverte, une force choquante a immédiatement submergé le groupe. L'eau s'est précipitée dans l'habitat et s'est engouffrée dans le tuyau. Ce déluge soudain a emporté les hommes et leur équipement dans un tourbillon d'eau à l'intérieur de la canalisation. C'était tellement inattendu qu'ils comprenaient à peine ce qui leur arrivait réellement. Dans un moment aussi malchanceux, ils ont eu la chance de se retrouver dans un endroit avec une poche d'air pour respirer. La vidéo GoPro a filmé les hommes dans les instants juste avant qu'ils ne soient aspirés, puis tout est devenu complètement noir. Entendre les bruissements et les mouvements est une chose, mais les entendre parler est choquant. Ils se criaient dessus à l'intérieur d'un tuyau censé être rempli de pétrole brut. La terrible ironie, c'est que cet air qui leur permettait de respirer était en réalité la cause de la tornade d'eau tourbillonnante qui les a amenés ici. Alors, comment cela s'est-il exactement produit? Le bouchon gonflable qu'ils retiraient était censé séparer 1200 barils de pétrole de l'air et de l'eau de mer qui l'entourait. Dans ce cas, il aurait simplement suffi de retirer le bouchon et de poursuivre leur plan de travail. La pression de l'air dans l'habitat aurait poussé vers le bas une lourde colonne de pétrole. Le pétrole se serait stabilisé à niveau entre les 2 ouvertures sur bas de tuyau, au poste 5 et 6, rien d'inhabituel. Malheureusement, ils ignoraient la présence d'une colonne d'air sous le bouchon et la quantité réduite de pétrole dans le tuyau. Dès que le bouchon a été dégonflé, l'air à haute pression de l'habitat s'est précipité dans le tuyau, avec une telle force qu'il a entraîné les hommes, leurs outils et leurs bouteilles de plongée dans la conduite de 30 pouces. Lorsque la pression de l'habitat a été relâchée, l'eau de l'océan s'est engouffrée violemment à l'intérieur, emportant les hommes dans le tuyau. Dans un tourbillon sauvage d'air, d'eau de mer et d'outils, 5 hommes luttaient pour respirer. Après ce qui a dû leur sembler une éternité, le tourbillon s'est calmé et ils se sont retrouvés dans une poche d'air. Chris Boudram, le seul survivant, a décrit l'instant inimaginable où il a été aspiré dans un oléoduc comme celui-ci. Comme une tornade, tout tournait, te frappait de partout et tout s'est passé si vite. Après ça, tu ne pouvais pas réagir. Je me souviens à peine avoir été aspiré dans le tuyau, juste d'avoir été projeté à une vitesse incroyable à l'intérieur. Je ne pouvais plus retenir ma respiration, mais en vérité, lorsque tu retiens ta respiration trop longtemps, ton corps et tes poumons finissent par se battre d'eux-mêmes. Tes voies respiratoires se ferment, tu entends du bruit.
Ton corps souffre pour aspirer de l'air. Un cauchemar incroyable. Tes yeux brûlent. Ouvrir tes yeux me brûle à chaque tentative. Noir total, tu ne vois rien. Ta gorge brûle. Tes oreilles bourdonnent. Ton corps est endolori. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'étais foutu et mort. Après s'être arrêtés, les hommes ont rapidement évalué leur position, leur état, et vérifié que les 5 étaient présents. Ils ont commencé à crier pour se retrouver et confirmer qu'ils étaient bien tous ensemble à l'intérieur du tuyau. C'était incroyable, mais c'était la terrible réalité. Comprendre leur position dans le pipeline était plus ardu que prévu. Complètement désorientés, ils ignoraient la distance parcourue dans le tuyau. Cette section du pipeline mesurait 1200 pieds de long, soit l'équivalent de 4 terrains de football. Le tuyau présentait des ondulations aux joints de soudure, ou là où des supports étaient placés. Ces variations d'altitude créaient des poches d'air. Une fois revenus à eux, il était évident qu'ils étaient tous blessés, mais en vie. Dans cette désorientation, ils n'étaient pas d'accord sur la direction à prendre pour revenir à la naissance 6. Après quelques discussions, ils décidèrent de s'attacher entre eux et d'avancer ensemble vers une extrémité. Le tuyau était entièrement recouvert d'une épaisse couche de boue huileuse et glissante. C'était épuisant de lutter contre l'huile et de progresser à peine tout en supportant des os cassés, des organes meurtris, de l'huile dans les yeux et les narines, et tout cela dans l'obscurité totale. À un moment donné, après avoir lutté pendant 1 heure, ils ont rencontré un problème choquant. Le niveau de l'eau de mer montait. Ils gardaient la tête hors de l'eau, mais le premier de la file remarqua que son visage n'était plus qu'à 15 cm du haut du tuyau. Il était impossible de continuer ainsi. Certains hommes, gravement blessés, ne pourraient plus bouger très longtemps. Chris Boudram et Kazim Ali étaient en tête du groupe. Youssouf, Faisal et Rishi étaient les 3 hommes suivants dans le tuyau. Chris et Kazim ont décidé de retenir leur souffle pour trouver une autre poche d'air. Ils ont promis aux hommes de se battre pour sortir et revenir avec de l'aide pour tous. Les 2 hommes ont gardé leur visage hors de l'eau aussi longtemps que possible, puis ont retenu leur souffle pour nager en avant à la recherche d'air. Leur lutte les a menés à une seconde poche d'air, plus proche du tuyau pouvant les conduire dehors. Ils étaient ravis de trouver 2 de leurs bouteilles de plongée dans cette section. Ils avaient l'impression que c'était tout ce dont ils avaient besoin pour s'échapper. Ils ont presque utilisé les 2 bouteilles d'oxygène pour la section suivante, mais l'état de Kazim empirait, l'empêchant d'avancer rapidement. Chris a pris le reste d'oxygène et a nagé jusqu'au bout du tuyau pour aller chercher de l'aide, comme ils en avaient décidé ensemble. Il a placé la bouteille devant lui et l'a poussée en avançant dans un tube étroit de 75 cm de diamètre. Arrivé au bout du tuyau surélevé, une pensée terrifiante le frappa. Et si c'était la 5e naissance et non la 6e? Il nagerait sur près de 20 mètres et se heurterait simplement à un bouchon gonflé. Sans air, sa bouteille était presque vide. Il a dit une prière et s'est repoussé du fond pour remonter à la surface. Après plus de 2 heures dans le tuyau, Chris était soulagé d'avoir atteint la surface de l'eau huileuse à la naissance 6. Il a frappé et crié pour tenter d'alerter le reste de l'équipage. L'un des sauveteurs l'a finalement trouvé et l'a aidé à sortir à l'aide d'une chaîne. Chris, submergé et épuisé, a expliqué que des poches d'air dans la ligne maintenaient tous les hommes en vie. Après avoir informé les sauveteurs de la présence d'air et de blessés vivants, il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Jusque-là, les autres membres de LMCS doutaient même qu'il soit encore en vie. Ils pensaient que le tuyau contenait du pétrole et que les hommes se seraient noyés rapidement. Ils savaient aussi que chaque bouteille d'oxygène ne durerait qu'1 heure maximum. Après plus de 2 heures dans le pipeline, il y avait enfin une lueur d'espoir pour les hommes. Après que Chris ait expliqué la situation, les plongeurs dans l'eau tapèrent sur le tuyau à divers endroits et reçurent une réponse par des coups provenant de l'intérieur. Les hommes piégés ont dû ressentir un immense soulagement en sachant que quelqu'un savait qu'ils étaient à l'intérieur. Ils savaient que les plongeurs professionnels et de nombreux équipements se trouvaient sur le navire au-dessus d'eux. Des bouteilles d'oxygène, cordes, lampes et aides. Heure après heure, ils attendaient de voir une lueur ou d'entendre le bruit métallique des bouteilles d'oxygène qui descendaient. Mais ils ne virent rien. Ils n'entendirent rien. Non seulement ils souffraient de leurs blessures subies lors de la première attaque, mais ils peinaient maintenant à respirer l'air âcre et huileux. Chaque heure augmentait la teneur en dioxyde de carbone de cette réserve d'air limitée, rendant la respiration de plus en plus difficile. Et donc ils ont attendu.
Peu importe comment le fiasco du non-sauvetage s'est produit, il est terriblement triste de constater que ces hommes étaient à seulement quelques centaines de pieds du salut. Mais personne n'est jamais venu. Ils se sont débattus dans la souffrance, ont frappé pour alerter et ont essayé d'atteindre la sortie. Ce dut être un choc saisissant après des jours coincés dans ce conduit huileux. Personne ne viendrait. Les actions de LMCS Paria Fuel, Héritage et les gardes-côtes suscitent de nombreux débats. Certains affirment que Paria a empêché les plongeurs de sauver les autres hommes dans la conduite. Paria affirme qu'il n'y avait aucun plan viable pour faire sortir les hommes sans risquer davantage de vie. Certains pensent que les plans c'est que les hommes étaient certainement morts et que les coups provenaient d'autre chose. La garde côtière, le LMCS et les membres de la famille qui étaient des plongeurs professionnels ont tous leur propre version des événements. Les faits qui ne peuvent être niés sont les suivants. 4 hommes étaient en vie à 5 heures, vendredi, lorsque Chris Boudram a été secouru. De nombreux témoins rapportent avoir entendu des coups frappés sur les tuyaux intérieurs pendant près de 2 jours avant que le bruit ne cesse. Après la récupération des corps, 2 autopsies ont été réalisées. Bien que les autopsies ne soient pas parvenues à un accord sur l'heure du décès, il était clair que tous les hommes ont survécu jusqu'à différents moments du samedi. Et certains semblent avoir vécu jusqu'au lundi. Nous ne sommes pas certains si les hommes ont succombé à leurs blessures, manqué d'air respirable ou même se sont noyés en essayant de nager vers l'une des sorties de tuyaux. Une commission d'enquête a été formée à Trinité et Tobago et leurs conclusions doivent être publiées en août 2023. Au fond de moi, j'espérais être sauvé. Tout au fond de moi, j'espérais qu'un sauvetage était en cours. Personne n'essayait de me sauver. Nous sommes tous dans le tuyau. On est à l'intérieur du tuyau, mec. Je suis dans le tuyau avec l'eau. Chris, Ouais, Tu m'entends? j'en entends un autre. je suis à l'intérieur du tuyau. Je suis aussi à l'intérieur du tuyau. Où es-tu? Je ne peux pas remonter. Chris! Retourne-toi. Chris! Ouais. Chris! Ouais, C'est Kaz, mec, je suis juste derrière toi, mec. je suis juste derrière toi et tu es juste derrière moi. Ouais? Anne. Qui fait tout ce bruit là-bas? Allez, tout ce qu'on doit faire, c'est sortir. On doit y aller. On doit commencer à bouger. Chris? Ouais? T'es où? Je sais pas, j'ai essayé de monter. Il essaie de venir ici. J'essaye de sortir. Faizy, je suis juste derrière toi. Ouais. Qui est-ce? Youssouf! Ouais, mon gars.
Oh, Youssouf! Ouais, mon gars. Combien de temps dois-je marcher avant de rencontrer Faizi? Toi et Faizi étiez toujours ensemble? En ce moment. Qui d'autre était avec toi? Moi et Faizi seul. Kaz, où es-tu? Juste là. Juste là, où ça? Kaz, tout va bien pour toi? Non, Tu t'es cassé un membre? je me suis cassé la jambe. Ta jambe, d'accord. Très bien. Il t'est arrivé quelque chose? Non, mon garçon. I'm Faiz. Non, mon garçon. Youssouf, il t'est arrivé quelque chose? Oui, mon garçon. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon pied est cassé. D'accord.